Hello les beautés! On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau format de vidéo avec une FAQ sur ma chaîne YouTube. Pour celles qui n'auraient pas suivi, il y a quelque temps, j'avais sorti une vidéo sur comment j'adapte mon rythme par rapport à mon cycle dans ma vie de femme. Donc je partageais mon expérience, mon feedback sur ces dernières années et tout ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Et cette vidéo vous a énormément plu puisque j'ai eu pas mal de retours. Et puis certaines d'entre vous qui m'ont dit que vous aimeriez que j'aille un peu plus loin sur certains concepts. Donc j'ai décidé d'ouvrir une FAQ sur mes réseaux sociaux et que ma réponse à vos questions ferait l'objet d'une prochaine vidéo. Donc c'est celle-ci, celle dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Donc pour toutes celles qui n'auraient potentiellement pas vu la vidéo précédente dont je parle, comment j'adapte mon rythme par rapport à mon cycle dans ma vie de femme, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Je vous inviterai à aller la regarder et puis ensuite de revenir sur cette vidéo-là. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Aline Zakrevski et j'accompagne les femmes à se réapproprier leur corps, dans la sensualité, dans la féminité, mais surtout pour qu'elles aient plus de puissance, d'impact et de rayonnement dans leur quotidien. Alors c'est parti, j'ai sélectionné 3 questions. Et je vais commencer par celle qui revenait le plus souvent et qui, selon moi, est la plus pertinente, qui était comment adapter son quotidien quand on est salarié. Parce que j'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous qui me suivent ne sont pas forcément entrepreneurs comme moi, mais qui sont plutôt salariés. Et ma réponse à cette question, elle va tenir en 2 points. Le premier point, ça va être de connaître les différentes phases de son cycle. Est-ce que aujourd'hui, chaque semaine, vous savez dans quelle phase de votre cycle vous êtes? Ça, c'est selon moi la première chose, mais primordiale à mettre en place. Si jamais vous ne suivez pas votre cycle, ou si c'est un peu flou pour vous, vous savez pas trop, c'est hyper important de savoir exactement où vous en êtes dans votre cycle. Sans ça, vous pourrez pas adapter votre rythme justement. Aujourd'hui, il existe plein d'applications pour pouvoir suivre son cycle. Moi, personnellement, j'utilise l'application Flow. Donc, chaque fois que j'ai mes règles, je vais du coup le répertorier et l'application va calculer automatiquement la durée en fait des différentes phases de mon cycle pour le mois suivant jusqu'à avoir mes prochaines règles. Au début, quand vous l'utilisez, c'est un petit peu hypothétique et c'est au fur et à mesure des mois que vous allez répertorier à chaque fois que vous avez vos règles, qu'après ça va pouvoir calculer combien de temps dure votre cycle. Donc en moyenne, c'est 28 jours pour une femme, mais certaines, ça peut être un petit peu moins, d'autres, ça peut être un petit peu plus. Mais en tout cas, ça, c'est le premier point primordial. Si vous ne connaissez pas votre cycle et donc les différentes phases de votre cycle, à quel moment elles sont dans le mois, comment voulez-vous réussir à adapter votre rythme? Que vous soyez entrepreneur ou salarié. Et ensuite, le deuxième point, si vous êtes salarié, première chose, peut-être voir avec vos chefs, votre patron ou votre patronne, si c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui prend en considération le rythme et le cycle de la femme. Donc, ce serait potentiellement plus simple si votre patronne, c'était une femme, plutôt qu'un patron, un homme qui ne vit pas forcément tout ce que nous, on vit tous les mois. Peut-être voir justement avec elle s'il y a des possibilités d'adaptation dans votre boulot. Ça ne veut pas dire que quand vous avez vos règles, vous n'allez pas venir travailler, mais peut-être potentiellement faire des micro-ajustements dans votre rythme de travail par rapport à votre cycle. Après, ça va être aussi, est-ce que vous êtes à temps plein, à temps partiel, qui là, y a pas vous n'allez pas adapter votre rythme de la même façon si vous êtes à temps plein que si vous êtes à temps partiel. Et ensuite, ça va être d'adapter votre rythme en vous focusant, je sais pas si ce verbe-là existe, si ça se dit comme ça, mais en tout cas en étant focus plutôt sur le côté personnel. Par exemple, les loisirs, les activités, les divertissements, les sorties entre copines avec votre partenaire si vous en avez un, les anniversaires en famille, toute cette partie-là, mais aussi toutes les tâches, on va dire, ménagères. Vos courses, le ménage, voilà, toutes les choses au quotidien que vous avez à faire.
ça va être de les adapter chaque semaine par rapport à là où vous en êtes dans votre cycle. Je vais faire un rapide rappel pour celles qui connaissent pas grand-chose en tout cas sur les différentes phases du cycle. Vous avez la phase des règles. Ça, le corps, il a besoin de repos plus. Ensuite, vous avez la phase folliculaire. Après les règles, pendant à peu près une dizaine de jours, c'est les hormones qui vont remonter et vous allez avoir l'énergie aussi qui va remonter pour arriver ensuite à la phase d'ovulation. Donc là où les hormones sont au taquet, là où vous avez le plus d'énergie pour vous, mais aussi pour les autres, pour après repartir dans la phase dans ce qu'on appelle lutéale, où là, les hormones vont redescendre, l'énergie va redescendre aussi, et c'est là où vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de repos, d'un peu plus de repli sur vous-même et de moments de qualité seul avec vous-même. Vous imaginez bien que si vous êtes dans la phase folliculaire, là où les hormones sont en train de monter pour arriver à l'ovulation, vous n'aurez pas la même énergie que si vous êtes dans la phase lutéale, là où toutes les hormones redescendent. Donc, vous avez votre rythme de travail, par exemple 9h, 17h tous les jours. Ça, c'est quelque chose que potentiellement vous ne pouvez pas changer. Mais ensuite, à l'extérieur de ces horaires-là, comment vous pouvez fonctionner au mieux? Déjà, avoir conscience aussi dans une journée, là où vous avez le plus d'énergie, en dehors de vos horaires de travail, est-ce que vous êtes plutôt du matin ou est-ce que vous êtes plutôt du soir? Dans ce cas-là, vos tâches, vous n'allez pas les réaliser au même moment. Si vous êtes plutôt du matin, peut-être que si vous êtes sportif, votre sport, vous allez le faire le matin avant d'aller au boulot. Si vous êtes du soir, dans ce cas-là, le sport, vous allez le faire le soir. Il y a peut-être des tâches aussi que vous avez à faire. Je sais pas moi, aller au pressing, récupérer, je sais pas moi, un tailleur que vous avez été faire nettoyer, etc. Peut-être que si vous êtes du matin, vous allez le faire plutôt le matin avant d'aller au boulot. Si vous êtes du soir, dans ce cas-là, le matin, vous allez le prendre pour vous-même. Vous levez peut-être un peu plus tard, avoir une routine le matin qui est plus petite, mais juste un temps, voilà, consacré à vous-même que je vous recommande au quotidien. En tout cas, moi, ça a changé ma manière de vivre chaque journée. Et peut-être que cette tâche-là, aller chez le pressing, vous irez plutôt le soir en quittant le boulot. Donc, d'avoir connaissance de vous, est-ce que vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir? Et ensuite, de voir où est-ce que vous en êtes dans votre cycle et la semaine, en tout cas les 2 semaines où vous êtes dans la phase folliculaire ovulation, c'est à ce moment-là que vous allez prévoir plus de choses. Je vous donne un exemple pour moi, que j'applique dans ma vie. Je suis une danseuse. Je vais de temps en temps en festival de danse. Il faut savoir qu'un festival de danse, ça demande beaucoup d'énergie. C'est de la musique à fond, c'est beaucoup de gens que tu rencontres, avec qui tu parles, et c'est beaucoup de gens aussi avec qui tu danses. Il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de connexions, de proximité avec les gens. J'ai testé une fois d'aller dans un festival pendant que j'avais mes règles. Je l'ai fait une fois, je ne le referai pas 2 fois. Tout simplement parce que à ce moment-là, je n'ai pas la même énergie disponible. J'ai besoin de beaucoup plus de temps de solitude et de repos. J'ai senti que je forçais en fait sur mon énergie. J'y étais, j'ai dansé, j'ai participé, etc. Mais j'étais beaucoup moins ouverte pour faire de nouvelles rencontres, pour interagir avec les gens. Et à ce moment-là, je ne vais pas me forcer pour être ouverte, avenante et sympa avec les gens. Ça ne veut pas dire que je vais être méchante, mais je vais pas aller en avant. Je vais pas montrer en fait que je suis ouverte. Je vais plutôt rester dans mon coin. Et les gens le ressentent. Et des personnes qui n'ont peut-être pas forcément ce discernement-là, de l'extérieur, vont potentiellement croire que je suis froide, que j'ai pas envie de leur parler, etc. C'est tout simplement que j'ai pas l'énergie disponible. Donc, pourquoi m'infliger ça? Et pourquoi infliger ça aux autres? Autant aller dans un festival et kiffer mon festival et profiter à fond, quand je sais que j'ai assez d'énergie pour ça. Donc maintenant, je vais les programmer plutôt sur les 2 semaines en phase folliculaire, entre quelques jours après que les règles se soient terminées et quelques jours avant que le syndrome prémenstruel arrive. Je vous donne aussi juste un petit exemple comme ça, en repensant à ce festival. Entre la journée et la soirée, je prenais à peu près 1 heure pour rentrer à l'hôtel, aller me doucher, me préparer, m'habiller, me maquiller, etc. Et 1 demi-heure pour me poser
seule, dans le silence, dans le noir complet. Pas pour dormir, juste pour me poser. J'ai fait ça 2 soirs, et le 3e soir, je n'ai pas eu le temps de prendre cette demi-heure-là. Je peux vous dire que j'ai senti la différence dans la soirée. Dans la soirée où je n'ai pas pris ces 30 minutes juste avant, juste pour me poser, j'ai senti au cours de la soirée que j'avais des baisses d'énergie. J'ai senti que si je voulais rester jusqu'au bout, j'allais devoir puiser dans mes réserves. Donc vous voyez, des fois, c'est même juste un micro-ajustement, un micro-truc à mettre en place qui va faire une différence. Donc pour revenir sur votre rythme, votre cycle de manière générale sur un mois quand vous êtes salarié, que vous ne pouvez pas adapter vos horaires, et ben dans ce cas-là, comme je disais, votre focus, ça va être sur la vie personnelle. Ça ne veut pas dire que dans la phase lutéale, juste avant les règles, vous allez ne rien faire. Mais peut-être que vous allez prévoir une seule sortie avec des copines. Peut-être que vous allez prévoir une seule tâche ménagère. Et la majorité de vos interactions, de vos loisirs, de vos divertissements, ça va être sur les 2 semaines, sur la phase folliculaire. Peut-être aussi que votre ménage, ça va être principalement sur ces 2 semaines-là. Normalement, toutes les tâches ménagères, le ménage, etc., vous n'allez pas le faire toutes les semaines. Allez à la rigueur toutes les 2 semaines. Donc dans ce cas-là, phase à l'apogée, phase ovulatoire, enfin à l'ovulation, et juste après les règles. Par contre, ce que je vous recommande, c'est que pendant vos règles, avoir le moins de choses possible. Et si vous pouvez même ne rien avoir, c'est le mieux. Donc ça va vraiment être d'adapter tout ce que vous avez de prévu, en tout cas toutes les choses que vous avez envie de faire, qui soient obligatoires ou non. Là, je parle même pas s'il y a des enfants. Si potentiellement s'il y a des enfants, peut-être que si vous avez un conjoint qui est là, peut-être que la semaine où vous êtes en phase lutéale ou en phase de règles, ça va être votre conjoint qui va pouvoir aller emmener et chercher les enfants dans leurs activités s'ils en font, et que ce sera vous qui vous en occupez sur votre phase folliculaire. C'est un exemple, mais vous voyez, c'est toujours de vous référer à votre cycle et de savoir où est-ce que vous en êtes chaque semaine dans votre cycle, qui selon moi est primordial, et sans ça, vous ne pourrez pas adapter. Et puis après, ça va être test, expérimentation, ajustement. La deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est comment ne pas culpabiliser de ralentir quand on sent que notre corps a besoin de repos. Là aussi, j'ai plusieurs éléments de réponse. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que, selon moi, la culpabilité, elle vient quand on est seulement focus sur l'instant T. Je vous donne un exemple. J'ai prévu aujourd'hui de faire telle et telle chose, mais je sens que mon corps n'a pas toute l'énergie disponible. Et que si je veux faire toutes ces tâches-là comme j'avais prévu dans ma tête, je vais devoir peut-être puiser dans certaines réserves ou peut-être forcer un petit peu. À ce moment-là, vous avez 2 options. Continuer comme c'était prévu, réaliser toutes les tâches que vous vouliez réaliser parce que dans votre tête c'était prévu comme ça, et peut-être que potentiellement vous allez devoir puiser dans les réserves, forcer, lutter. Ou alors vous avez un deuxième choix qui est peut-être réaliser moins de tâches, les laisser pour plus tard et prendre le temps de vous reposer. Là, si vous restez focus uniquement sur maintenant, sur l'instant T, c'est là que la culpabilité, elle peut venir. Pour diminuer cette culpabilité, il va falloir rattacher ça à plus loin, à du moyen voire long terme. Et donc là, la question que vous allez vous poser, c'est quel est le coût sur du moyen voire long terme de rester dans la première option, qui est de faire comme c'était prévu, peut-être lutter, forcer pour réaliser toutes les tâches que j'avais prévues. Peut-être que le coût, ce sera de la fatigue qui va s'accumuler. Besoin de plus de sommeil, que potentiellement je ne vais pas pouvoir si je suis salarié, que je dois me lever à telle heure le matin. Peut-être que je ne vais pas pouvoir mettre à disposition plus de sommeil dont mon corps aurait besoin pour récupérer de la lutte que j'ai dû mettre en place pour faire tout ce que je voulais faire. Donc si plus de fatigue s'accumule à ce moment-là, et qu'on continue dans cette manière de fonctionner-là, peut-être que le mois suivant, ce sera double de fatigue. Et peut-être que dans 2 mois, ce sera triple de fatigue. Jusqu'à ce que, dans plusieurs mois, ou peut-être plusieurs années, votre corps vous mette à l'arrêt au complet. Cas véridique. Je l'ai vécu,
à la fin de mon salariat. J'ai aussi une cliente et une amie qui l'a vécu. Si jamais tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Et dans ce cas-là, je te fais un gros bisou. Mais elle n'a pas écouté les signes assez subtils de son corps qui la prévenaient qu'elle était dans une certaine forme de lutte et de force. Et un jour, elle a dû s'arrêter. Elle a eu 6 mois d'arrêt de travail et son corps complètement au repos. Et là, ça lui a demandé beaucoup plus de temps pour se remettre de tout ça. Donc ça, c'est la première question. Quel est le coût à moyen voire long terme de continuer dans ce rythme-là? Et la deuxième question, c'est quel est le bénéfice sur du moyen voire long terme de prendre du repos? Et là, d'aller détricoter justement la pelote de laine. Alors, peut-être qu'à l'instant T, je vais culpabiliser, mais le bénéfice, c'est que je vais respecter plus mon rythme. Le bénéfice aussi, ça peut être que le fait d'avoir du repos, je vais être ensuite plus productive sur mes tâches quand je vais les reprendre. Si je suis plus productive sur mes tâches, peut-être que je vais mettre 2 fois moins de temps pour les réaliser. Que si j'étais restée dans cette lutte, peut-être que j'aurais mis 2 fois plus de temps pour les réaliser. Peut-être que ça aurait été lourd, peut-être que ça aurait été fatigant, épuisant. Alors que si j'ai pris ce repos-là avant, 2 fois moins de temps pour les réaliser, et comme j'ai plus d'énergie disponible, les tâches à réaliser sont plus faciles, plus fluides. Et après, vous allez détricoter tout ça, la pelote de laine, pour voir justement sur du long terme quel est le coût et quel est le bénéfice. Et quand vous avez conscience sur plus loin ce que ça va vous apporter, sur l'instant T, votre culpabilité, elle diminue. Ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. La deuxième chose, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé à justement déculpabiliser dans mon fonctionnement, c'est le Human Design. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous êtes familière avec ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches sur Internet. Il y a pas mal de vidéos qui expliquent ça. Mais en tout cas, pour vous expliquer très rapidement, le Human Design, c'est une charte graphique qui explique votre fonctionnement. Alors, vous pouvez, c'est sur un site en fait, vous rentrez votre ville de naissance, votre date et heure de naissance et ça vous sort un schéma. Je suis dans le regret de vous dire que si vous n'êtes pas familière avec ça et que si vous ne vous êtes pas un minimum formé, vous ne pourrez pas lire ce schéma parce que ça va vous sembler du charabia. Mais en tout cas, moi j'étais allée voir une personne justement qui est experte là-dedans et qui a pu me faire l'analyse de ma charte. Pour vous donner juste quelques éléments très rapidement, en fait, dans le Human Design, vous avez, en premier lieu, vous avez plusieurs types de profils. Et chaque personne de la population va être dans un type en particulier. Il y a 4 types au total. Et moi, je suis dans le type qui a le moins d'énergie disponible au quotidien. C'est mon fonctionnement, c'est comme ça en fait. Je vais pouvoir être productive à fond pendant un bloc de travail de 2, 3, 4 heures. Et après, je vais avoir besoin de repos et de solitude. Et quand j'ai compris ça, ça m'a vachement déculpabilisée. Parce que avant, j'étais dans un boulot justement où je bossais 9 heures par jour, tous les jours. Donc déjà, même rythme par rapport, il n'y avait pas d'adaptation par rapport à mon cycle. Mais en plus de ça, je rentrais le soir, j'étais vidée. J'étais vidée d'énergie et je ne comprenais pas pourquoi. Et de comprendre cette manière de fonctionner qui est propre à moi et qui est là et qui est comme ça et je ne peux pas le changer, ça m'a permis de déculpabiliser et de m'apporter beaucoup plus de douceur. Et ensuite, avec ce premier élément de base, j'ai pu continuer ce chemin de connaissance de moi, de conscience de moi-même et de pouvoir adapter mon rythme. Et je suis toujours dans cette adaptabilité. Oh putain, il est dur ce mot. Adaptabilité de toujours ajuster. Même des fois, c'est même 1 millimètre, c'est une chose que je vais ajuster, mais qui va, sur le long terme, va avoir un impact considérable. Le troisième élément de réponse que je voulais apporter à cette question, c'est que si on prend la nature, elle va avoir un cycle sur une année.
Printemps, été, automne, hiver. Et d'ailleurs, le cycle féminin, dans certains langages, est appelé de cette façon. L'ovulation, ça va être l'été. La phase prémenstruelle, ça va être l'automne. Les règles, ça va être l'hiver. Et la phase folliculaire, là où l'énergie remonte, ça va être le printemps. Si on prend la nature, la planète ne va pas culpabiliser d'avoir l'hiver, de passer par la saison de l'hiver. C'est comme ça. C'est la nature cyclique, elle est comme ça. On va pas la remettre en question. Et la nature a besoin de cette saison de l'hiver pour être au repos, pour repartir ensuite sur les arbres, les fleurs qui bourgeonnent, etc., pour qu'on puisse avoir après un bel été, etc. Sans cette phase d'hiver, la nature ne serait pas au top de sa forme, entre guillemets, pour ensuite qu'on ait un beau printemps, pour qu'on ait un bel été, pour qu'on ait un bel automne. C'est le cycle naturel de la nature qui est comme ça. Tu ne le remets pas en question. Donc là, c'est le cycle naturel de la femme d'avoir une phase d'hiver, les règles, une phase de printemps, une phase d'été, une phase d'automne. Et à partir du moment où tu mets de la conscience là-dessus et que tu acceptes que tu es fait comme ça en tant que femme, les choses deviennent plus fluides derrière. Déjà, il y aura moins de culpabilité parce que tu auras pris conscience que tu es cyclique, tu n'es pas linéaire comme un homme et que ton corps, ton énergie, ton humeur va fluctuer chaque mois en fonction de là où tu en es dans ton cycle. Et la troisième et dernière question de cette vidéo, c'est que faire dans un moment de down extrême? Pareil, j'ai plusieurs éléments de réponse, donc je vais le découper. Déjà, la première chose, c'est, alors, si on était en accompagnement, toi et moi, la première chose que je te demanderais, c'est qu'est-ce que tu appelles un down? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi un down? Est-ce que tu peux me donner un contexte, un exemple précis? Parce que peut-être que un down pour toi, ce n'est pas un down pour moi. Donc, il y a de la nuance peut-être à mettre là-dessus. La deuxième chose, c'est de mettre en place l'auto-observation. Pendant ce down-là, quelles sont les pensées que tu as? Quelles sont les émotions que tu as? Et quelle est ta perception de ce down? À partir de cette observation, c'est posé noir sur blanc sur papier. C'est posé, on va pouvoir ensuite analyser. On va avoir des éléments de référence pour pouvoir ajuster derrière. Donc c'est d'avoir de la clarté sur comment tu vis ton down. Ensuite, la deuxième chose, c'est de savoir d'où vient ce down. Donc, on en revient à ce que je disais avant. Déjà, où est-ce que tu en es dans ton cycle? Si tu es dans le SPM, juste avant les règles, ou pendant les règles et que tu as un down, ben, peut-être que c'est OK d'avoir un down. Peut-être que c'est simplement ton corps, ton énergie, ton humeur, ton état émotionnel qui fluctue et qui à ce moment-là est au bas de la vague émotionnelle et que c'est juste normal au vu de la période dans laquelle tu es dans ton cycle. Et si c'est ça, la seule chose que tu as à te demander, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Peut-être qu'à ce moment-là, tu as juste besoin d'un bain avec une bougie et une musique relaxante. Peut-être que tu as juste besoin d'être allongé sur ton canapé avec ta bouillotte et de regarder ta série préférée. Une chose aussi à garder à l'esprit, c'est qu'une période de down est temporaire. Dans tous les cas, elle va passer. Dans tous les cas, elle va passer. Donc, à ce moment-là, c'est de pouvoir être ta meilleure amie et ton meilleur allié pour passer cette période de down et de pouvoir la vivre pleinement. On en arrive justement au troisième élément de réponse que je veux partager, c'est que si jamais c'est dû à une situation externe, quand tu te demandes d'où vient ce down, si tu es bien dans ton cycle, si c'est normalement le moment où les énergies sont à fond, tu devrais pas être en période de down. Peut-être que c'est lié à une situation externe. Dans ce cas-là, situation externe, la question à te poser, c'est quelle part de moi ça vient toucher? Quelle part de moi ça vient mettre en lumière? Quelle part de moi ça vient impacter? Et qu'est-ce que cette part de moi a besoin? Pour être peut-être de nouveau en sécurité, pour être réconfortée,
C'est pour ça qu'il faut se demander c'est quelle part et qu'est-ce qu'elle a besoin. Parce que peut-être qu'elle a besoin de sécurité, peut-être qu'elle a besoin de réconfort, peut-être qu'elle a besoin de soutien, peut-être qu'elle a besoin juste d'être écoutée. Oui, je fais mes 4 de façon bizarre. Je ne sais pas si tu l'auras remarqué, mais c'est propre à moi. Je n'arrive pas à faire comme tout le monde. Moi, quand je fais 1, 2, 3, 4, c'est le petit doigt qui se lève et ensuite le 5e. Parenthèse terminée. Donc, c'est hyper important, selon moi, de savoir quelle part de toi ça a touché et quel est le besoin de cette part. Parce que suivant le besoin, tu ne vas pas agir ensuite de la même manière. Et je vous partage moi comment j'agis à ce moment-là, une fois que je sais c'est quelle part, une fois que je sais quel besoin. Alors pour arriver à ça, moi, très souvent je vais écrire. Très souvent je vais écrire et je vais décortiquer. Je vais écrire ce que je ressens, je vais écrire ce qui se passe en moi. En tout cas, je vais ressortir de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais le sortir à l'extérieur pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, je vais me créer moi-même mes propres protocoles pour m'accompagner. Avant, potentiellement, ce que je pouvais faire, c'était aller rechercher sur Internet une vidéo de méditation, d'hypnose, de visualisation, pour potentiellement ramener de la paix à l'intérieur, de la sérénité. Aujourd'hui, j'ai développé une certaine capacité de discernement, une certaine capacité d'auto-observation et d'auto-analyse de moi-même, qui fait que je peux, avec conscience, savoir quelle part de moi ça a touché, quel besoin elle a, et ensuite de pouvoir me créer mes propres protocoles à moi pour m'accompagner. Ça ne veut pas dire que je vais le faire tout le temps. Des fois, ça vient chercher tellement profondément que j'ai besoin de demander de l'aide et de me faire accompagner. Mais en tout cas, on va dire 60 à 70% du temps, dans le quotidien, quand c'est des choses qui sont, on va dire, inconfortables mais vivables, qui ne mettent pas mon système nerveux en état d'alerte extrême, je vais pouvoir m'accompagner. Et donc dans mes protocoles, ensuite, je vais utiliser des techniques que j'aime. Là, ces dernières années, j'ai fait énormément de travail sur la connaissance de moi, apprendre à m'aimer, apprendre à me connaître. Et donc, j'ai découvert plein de pratiques et plein de techniques de régulation émotionnelle différentes. Donc, aujourd'hui, je sais quelles sont les pratiques qui ont le plus d'impact sur moi et que j'aime le plus avoir au quotidien pour m'accompagner. Notamment l'EFT. Si jamais tu ne connais pas, pareil, il existe plein de vidéos sur Internet, en tout cas pour t'expliquer dans un premier temps en quoi ça consiste, pour que tu puisses comprendre le concept. Je vais beaucoup utiliser l'EFT, mais je vais, comme je disais avant, utiliser l'écriture, utiliser la méditation, la visualisation et la connexion à mon corps. Dans mes protocoles, je vais m'auto-parler en me donnant des phrases que j'ai définies à l'avance par rapport aux besoins que la part qui s'est réveillée en moi a besoin justement. Et quand je vais m'auto-parler, je vais être dans un état de relaxation, de recentrage à l'intérieur de moi, et je vais ressentir dans mon corps ce qui se passe quand je me dis ces phrases-là. Donc, c'est un gros travail d'auto-observation, d'auto-analyse et d'auto-ressenti aussi. C'est grâce au ressenti que mon corps va me donner quand je vais faire ces protocoles-là que je vais savoir si ça marche ou non et que je vais pouvoir réajuster par derrière. Donc voilà, c'était mes éléments de réponse pour ces 3 questions. En tout cas, j'ai été ravie de pouvoir faire cette vidéo sous ce format-là. Si ça vous a plu, si ça a résonné avec certaines choses que vous vivez actuellement, je vous invite à mettre un j'aime ou même me faire un retour dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si dans certaines notions que j'ai évoquées, tu sens que toi, c'est un travail pour toi actuellement, que tu as envie d'aller plus loin dans la connaissance de toi, dans le développement de l'amour de toi-même, dans le fait de te réapproprier ton corps, de connaître ton rythme, de connaître ton fonctionnement, d'avoir plus de puissance, d'impact et de rayonnement dans ta vie pour toi-même et aussi pour les autres, sache que j'accompagne des femmes en mentorat one-to-one individuel avec moi. C'est des mentorats qui se déroulent sur 3 mois. Dans ce cas-là, je vais te mettre le lien juste en dessous de mon Instagram et je t'invite à me contacter en message privé. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous fais
Des gros bisous.